je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur. Et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables. Qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. Je naquis infirme et malade. Je coûtai la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Je sentis avant de penser. C'est le sort commun de l'humanité. Je l'éprouvais plus qu'un autre. J'ignore ce que je fis jusqu'à 5 ou 6 ans. Je ne sais comment j'appris à lire. Je ne me souviens que de mes premières lectures et de leur effet sur moi. C'est le temps d'où je date sans interruption la conscience de moi-même. Ma mère avait laissé des romans. Nous nous mîmes à les lire après souper, mon père et moi. Il n'était question d'abord que de m'exercer à la lecture par des livres amusants. Mais bientôt l'intérêt devint si vif que nous lisions tour à tour sans relâche et passions les nuits à cette occupation. Nous ne pouvions jamais quitter qu'à la fin du volume. Quelquefois, mon père, entendant le matin les hirondelles, disait tout honteux, « Allons nous coucher, je suis plus enfant que toi. » En peu de temps, j'acquis par cette dangereuse méthode non seulement une extrême facilité à lire et à m'entendre, mais une intelligence unique à mon âge sur les passions. Je n'avais aucune idée des choses que tous les sentiments m'étaient déjà connus. Je n'avais rien conçu, j'avais tout senti. Ces émotions confuses que j'éprouvais coup sur coup n'altéraient point la raison que je n'avais pas encore, mais elles m'en formèrent une d'une autre trempe et me donnèrent de la vie humaine des notions bizarres et romanesques euh, dont l'expérience et la réflexion n'ont jamais bien pu me guérir. J'avais les défauts de mon âge, j'étais babillard, gourmand, quelquefois menteur, j'aurais volé des fruits, des bonbons, de la mangeaille, mais jamais je n'ai pris plaisir à faire du mal, du dégât, à charger les autres, à tourmenter de pauvres animaux. Je me souviens pourtant d'avoir une fois pissé dans la marmite d'une de nos voisines appelée Madame Clos, tandis qu'elle était aux prêches. J'avoue même que ce souvenir me fait encore rire parce que Madame Clos, bonne femme au demeurant, était bien la vieille la plus grognon que je connus de ma vie. Comment serais-je devenu méchant quand je n'avais sous les yeux que des exemples de douceur et autour de moi que les meilleurs gens du monde?
Mon père, ma tante, mes parents, nos amis, nos voisins, ceux qui m'environnaient ne m'obéissaient pas à la vérité, mais m'aimaient. Et moi, je les aimais de même. Telles furent les premières affections de mon entrée à la vie. Ainsi commençait à se former, ou à se montrer en moi, ce cœur à la fois si fier et si tendre, ce caractère efféminé, mais pourtant indomptable, qui, flottant toujours entre la faiblesse et le courage, entre la mollesse et la vertu, m'a jusqu'au bout mis en contradiction avec moi-même, et a fait que l'abstinence et la jouissance, le plaisir et la sagesse m'ont également échappé. Ce train d'éducation fut interrompu par un accident dont les suites ont influé sur le reste de ma vie. Mon père eut un démêlé avec un monsieur Gautier, capitaine en France et apparenté dans le conseil. Ce Gautier, homme insolent et lâche, saigna du nez. Et, pour se venger, accusa mon père d'avoir mis l'épée à la main dans la ville. Mon père, qu'on voulut envoyer en prison, s'obstinait à vouloir que, selon la loi, l'accusateur y entrât aussi bien que lui. N'ayant pu l'obtenir, il aima mieux sortir de Genève et s'expatrier pour le reste de sa vie que de céder sur un point où l'honneur et la liberté lui paraissaient compromis. Je restai sous la tutelle de mon oncle Bernard, alors employé aux fortifications de Genève. Sa fille aînée était morte, mais il avait un fils de même âge que moi. Nous fûmes mis ensemble à Bosset, en pension chez le ministre Lambertier, pour y apprendre avec le latin tout le menu fatras dont on l'accompagne sous le nom d'éducation. 2 ans passés au village adoucirent un peu mon âpreté romaine et me ramenèrent à l'état d'enfant. À Genève, où l'on ne m'imposait rien, j'aimais l'application, la lecture. C'était presque mon seul amusement. À Bosset, le travail me fit aimer les jeux qui lui servaient de relâche. La campagne était pour moi si nouvelle que je ne pouvais me lasser d'en jouir. Je pris pour elle un goût si vif qu'il n'a jamais pu s'éteindre. Tout nourrissait dans mon cœur les dispositions qu'il reçut de la nature. Je ne connaissais rien d'aussi charmant que de voir tout le monde content de moi et de toutes choses. Je me souviendrai toujours qu'au temple, répondant au catéchisme, rien ne me troublait plus, quand il m'arrivait d'hésiter, que de voir sur le visage de mademoiselle Lambertier des marques d'inquiétude et de peine. Cela seul m'affligeait plus que la honte de manquer en public, qui m'affectait pourtant extrêmement, car quoique peu sensible aux louanges, je le fus toujours beaucoup à la honte. Et je puis dire ici que l'attente des réprimandes de mademoiselle Lambertier me donnait moins d'alarme que la crainte de la chagriner. Comme mademoiselle Lambertier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité, et la portait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants, quand nous l'avions méritée. Assez longtemps, elle s'en tint à la menace, et cette menace d'un châtiment tout nouveau pour moi me semblait très effrayante, mais après l'exécution, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et ce qu'il y a de plus bizarre est que ce châtiment m'affectionna davantage encore à celle qui me l'avait imposé. Il fallait même toute la vérité de cette affection et toute ma douceur naturelle pour m'empêcher de chercher le retour du même traitement en le méritant. Qui croirait que ce châtiment d'enfant, reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30, a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi, pour le reste de ma vie. Et cela précisément dans le sens contraire à ce qui devait s'en suivre naturellement. En même temps que mes sens furent allumés, mes désirs prirent si bien le change que, bornés à ce que j'avais éprouvé, ils ne s'avisèrent point de chercher autre chose. Avec un sang brûlant de sensualité presque dès ma naissance, je me conservais pur de toute souillure jusqu'à l'âge où les tempéraments les plus froids et les plus tardifs se développent. Tourmenté longtemps sans savoir de quoi, je dévorais d'un œil ardent les belles personnes. Mon imagination me les rappelait sans cesse, uniquement pour les mettre en œuvre à ma mode et en faire autant de demoiselle Lambertier. Même après l'âge nubile, ce goût bizarre, toujours persistant et porté jusqu'à la dépravation, jusqu'à la folie,
m'a conservé les mœurs honnêtes qu'il semblerait avoir dû m'ôter. J'atteignis ainsi ma 16e année, inquiet, mécontent de tout et de moi, sans goût de mon état, sans plaisir de mon âge, dévoré de désirs dont j'ignorais l'objet, pleurant sans sujet de larmes, soupirant sans savoir de quoi, enfin, caressant tendrement mes chimères, faute de rien voir autour de moi qui les valût. L'indépendance que je croyais avoir acquise était le seul sentiment qui m'affectait. Libre et maître de moi-même, je croyais pouvoir tout faire, atteindre à tout. Je n'avais qu'à m'élancer pour m'élever et voler dans les airs. À force de voyager et de parcourir le monde, j'allais jusqu'à Confignon, terre de Savoie, à 2 lieues de Genève. Le curé s'appelait M. de Pontvert. Il me reçut bien, me parla de l'hérésie de Genève, de l'autorité de la Sainte Mère Église, et me donna à dîner. Je trouvais peu de choses à répondre à des arguments qui finissaient ainsi, et je jugeais que des curés chez qui l'on dînait si bien valaient tout au moins nos ministres. Dieu vous appelle, me dit M. de Pontvert. Allez à Annecy, vous y trouverez une bonne dame bien charitable, que les bienfaits du roi mettent en état de retirer d'autres âmes de l'erreur dont elle est sortie elle-même. Il s'agissait de Madame de Varan, nouvelle convertie, que les prêtres forçaient en effet de partager avec la canaille qui venait vendre sa foi une pension de 2000 francs que lui donnait le roi de Sardaigne. Je me sentais fort humilié d'avoir besoin d'une bonne dame bien charitable. J'aimais fort qu'on me donnât mon nécessaire, mais non pas qu'on me fît la charité. Et une dévote n'était pas pour moi fort attirante. Toutefois, pressé par M. de Pontvert, par la faim qui me talonnait, bien aise aussi de faire un voyage et d'avoir un but, je prends mon parti, quoique avec peine, et je pars pour Annecy. J'arrive, je vois Madame de Varan. Que ceux qui nient la sympathie des âmes expliquent, s'ils peuvent, comment, de la première entrevue, du premier mot, du premier regard, Madame de Varan m'inspira non seulement le plus vif attachement, mais une confiance parfaite et qui ne s'est jamais démentie. Supposons que ce que j'ai senti pour elle fut véritablement de l'amour, ce qui paraîtra tout au moins douteux, à qui suivra l'histoire de nos liaisons. Comment cette passion fut-elle accompagnée dès sa naissance des sentiments qu'elle inspire le moins? La paix du cœur, le calme, la sérénité, la sécurité, l'assurance. Comment, en approchant pour la première fois d'une femme aimable, polie, éblouissante, d'une dame d'un état supérieur au mien, dont je n'avais jamais abordé l'appareil, de celle dont dépendait mon sort, en quelque sorte, par l'intérêt plus ou moins grand qu'elle y prendrait, comment, dis-je, avec tout cela, me trouvais-je à l'instant aussi libre, aussi à mon aise que si j'eusse été parfaitement sûr de lui plaire? Comment n'eus-je pas un moment d'embarras, de timidité, de gêne? Naturellement honteux, décontenancé, n'ayant jamais vu le monde, comment pris-je avec elle du premier jour, du premier instant, les manières faciles, le langage tendre, le ton familier que j'avais 10 ans après, lorsque la plus grande intimité l'eut rendu naturel? A-t-on de l'amour? Je ne dis pas sans désir, j'en avais. Mais sans inquiétude, sans jalousie, ne veut-on pas au moins apprendre de l'objet qu'on aime si l'on est aimé? C'est une question qui ne m'est pas plus venue dans l'esprit de lui faire une fois en ma vie que de me demander à moi-même si je m'aimais. Et jamais elle n'a été plus curieuse avec moi. Dès le premier jour, la familiarité la plus douce s'établit entre nous, au même degré où elle a continué tout le reste de sa vie. Petit fut mon nom, maman fut le sien. Et toujours nous demeurâmes petits et maman, même quand le nombre des années en eut presque effacé la différence entre nous. Je trouve que ces deux noms rendent à merveille l'idée de notre ton, la simplicité de nos manières, et surtout la relation de nos cœurs. Elle fut pour moi la plus tendre des mères, qui jamais ne chercha son plaisir, mais toujours mon bien. Et si les sens entrèrent dans mon attachement pour elle,
Ce n'était pas pour en changer la nature, mais pour le rendre seulement plus exquis, pour m'enivrer du charme d'avoir une maman jeune et jolie, qu'il m'était délicieux de caresser. Je ne sentais toute la force de mon attachement pour elle que quand je ne la voyais pas. Quand je la voyais, je n'étais que content. Mais mon inquiétude en son absence allait au point d'être douloureuse. Le besoin de vivre avec elle me donnait des élans d'attendrissement qui souvent allaient jusqu'aux larmes. Je me souviendrai toujours qu'un jour de grande fête, tandis qu'elle était à Vêpres, j'allais me promener hors de la ville, le cœur plein de son image et du désir ardent de passer mes jours auprès d'elle. J'avais assez de sens pour voir que, quand à présent cela n'était pas possible, et qu'un bonheur que je goûtais si bien serait court. Cela donnait à ma rêverie une tristesse qui n'avait pourtant rien de sombre et qu'un espoir flatteur tempérait. Le son des cloches qui m'a toujours singulièrement affecté, le chant des oiseaux, la beauté du jour, la douceur du paysage, les maisons éparses et champêtres dans lesquelles je plaçais en idée notre commune demeure. Tout cela me frappait tellement d'une impression vive, tendre, triste et touchante que je me vis comme en extase, transporté dans cet heureux temps et dans cet heureux séjour où mon cœur, possédant toute la félicité qui pouvait lui plaire, la goûtait dans des ravissements inexprimables, sans songer même à la volupté des sens. Je ne me souviens pas de m'être élancé jamais dans l'avenir avec plus de force et d'illusion que je fis alors. Et ce qui m'a frappé le plus dans le souvenir de cette rêverie quand elle s'est réalisée, c'est d'avoir retrouvé des objets tels exactement que je les avais imaginés. Si jamais rêve d'un homme éveillé eut l'air d'une vision prophétique, ce fut assurément celui-là. Je n'ai été déçu que dans sa durée imaginaire, car les jours et les ans et la vie entière s'y passaient dans une inaltérable tranquillité. Au lieu qu'en effet, tout cela n'a duré qu'un moment. Hélas, mon plus constant bonheur fut en songe. Son accomplissement fut presque à l'instant suivi du réveil. Madame de Varan imagina de me faire instruire au séminaire pendant quelque temps. Il fallut m'y soumettre. La triste maison qu'un séminaire, surtout pour qui sort de celle d'une aimable femme. J'y portai un seul livre que j'avais prié maman de me prêter et qui me fut d'une grande ressource. On ne devinera pas quelle sorte de livre c'était. Un livre de musique. Parmi les talents qu'elle avait cultivés, la musique n'avait pas été oubliée. Elle avait de la voix, chantait passablement et jouait un peu du clavecin. Elle avait eu la complaisance de me donner quelques leçons de chant et il fallut commencer de loin car à peine savais-je la musique de nos psaumes. 8 ou 10 leçons de femme et, fort interrompues, loin de me mettre en état de solfier, ne m'apprirent pas le quart des signes de la musique. Cependant, j'avais une telle passion pour cet art que je voulus essayer de m'exercer seul. Le livre que j'emportais n'était pas même des plus faciles, c'étaient les cantates de Clérambault. On concevra quelle fut mon implication et mon obstination quand je dirais que sans connaître ni transposition ni quantité, je parvins à déchiffrer et chanter sans faute le premier récitatif et le premier air de la cantate d'Alphée et Aréthuse. Et il est vrai que cet air est scandé si juste qu'il ne faut que réciter les vers avec leur mesure pour y mettre celle de l'air. Il y avait au séminaire un maudit lazariste qui m'entreprit et qui me fit prendre en horreur le latin qu'il voulait m'enseigner. J'étais destiné à être le rebut de tous les États. Et on me rendit à Madame de Varan comme un sujet qui n'était pas même bon pour être prêtre. Au reste, assez bon garçon, disait-on, un point vicieux, ce qui fit que, malgré tant de préjugés rebutants sur mon compte, elle ne m'abandonna pas. Je rapportai chez elle en triomphe son livre de musique dont j'avais tiré si bon parti. Mon air d'Alphée et Aréthuse était à peu près tout ce que j'avais appris au séminaire. Mon goût marqué pour cet art lui fit naître la pensée de me faire musicien. L'occasion était commode, on faisait chez elle au moins une fois la semaine de la musique et le maître de musique de la cathédrale qui dirigeait ce petit concert venait la voir très souvent. C'était un Parisien nommé Monsieur Lemaître, bon compositeur, fort vif, fort gai,
jeune encore, assez bien fait, peu d'esprit, mais au demeurant très bonhomme, maman me fit faire sa connaissance. Je m'attachai à lui, je ne lui déplaisais pas, on parla de pension, l'on en convint. La chose que je regrette le plus dans les détails de ma vie dont j'ai perdu la mémoire est de n'avoir pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans ceux que j'ai fait seul et à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté du cabaret, l'éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de pensée, me jette en quelque sorte dans l'immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte. Je dispose en maître de la nature entière. Mon cœur, errant d'objet en objet, s'unit, s'identifie à ceux qui le flattent, s'entoure d'images charmantes, s'enivre de sentiments délicieux. Si, pour les fixer, je m'amuse à les décrire en moi-même, quelle vigueur de pinceau, quelle fraîcheur de coloris, quelle énergie d'expression je leur donne. On a, dit-on, trouvé de tout cela dans mes ouvrages, quoique écrits vers le déclin de mes ans. Ah, si l'on eût vu ceux de ma première jeunesse, ceux que j'ai faits durant mes voyages, ceux que j'ai composés et que je n'ai jamais écrits. Pourquoi direz-vous ne les pas écrire? Et pourquoi les écrire, vous répondrai-je? Pourquoi m'ôter le charme actuel de la jouissance pour dire à d'autres que j'avais joui? Que m'importait des lecteurs, un public et toute la terre, tandis que je planais dans le ciel? D'ailleurs, portais-je avec moi du papier, des plumes? Si j'avais pensé à tout cela, rien ne me serait venu. Je ne prévoyais pas que j'aurais des idées. Elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît. Elles ne viennent point ou elles viennent en foule, elles m'accablent de leur nombre et de leur force. 10 volumes par jour n'auraient pas suffi. Où prendre du temps pour les écrire? En arrivant, je ne songeais qu'à bien dîner, en partant, je ne songeais qu'à bien marcher. Je sentais qu'un nouveau paradis m'attendait à la porte, je ne songeais qu'à l'aller chercher. Ce fut, ce me semble, en 1732 que j'arrivai à Chambéry. J'avais 20 ans passés, près de 21. J'étais assez formé pour mon âge du côté de l'esprit, mais le jugement ne l'était guère, et j'avais grand besoin des mains dans lesquelles je tombais pour apprendre à me conduire. Car quelques années d'expérience n'avaient pu me guérir encore radicalement de mes visions romanesques, et malgré tous les maux que j'avais soufferts, je connaissais aussi peu le monde et les hommes que si je n'avais pas acheté ces instructions. Je logeais chez moi, c'est-à-dire chez maman. Mais je ne retrouvais pas ma chambre d'Annecy, plus de jardin, plus de ruisseaux, plus de paysages. La maison qu'elle occupait était sombre et triste, et ma chambre était la plus sombre et la plus triste de la maison. Un mur pourvu, un cul-de-sac pourvu, peu d'air, peu de jour, peu d'espace, des grillons, des rats, des planches pourries, tout cela ne faisait pas une plaisante habitation. Mais j'étais chez elle, auprès d'elle, sans cesse à mon bureau ou dans sa chambre. Je m'apercevais peu de la laideur de la mienne, je n'avais pas le temps d'y rêver. Je passais 2 ou 3 ans de cette façon, entre la musique, les magistères, les projets, les voyages, flottant incessamment d'une chose à l'autre, cherchant à me fixer sans savoir à quoi, mais entraîné pourtant par degrés vers l'étude, voyant des gens de lettres, entendant parler de littérature, me mêlant quelquefois d'en parler moi-même, et prenant plutôt le jargon des livres que la connaissance de leur contenu. La musique était pour moi une autre passion, moins fougueuse, mais non moins consumante par l'ardeur avec laquelle je m'y livrais, par
l'étude opiniâtre des obscurs livres de Rameau, par mon invincible obstination à vouloir en charger ma mémoire qui s'y refusait toujours, par mes courses continuelles, par les compilations immenses que j'entassais, passant très souvent à copier les nuits entières. On conviendra qu'il est difficile, et surtout dans l'ardeur de la jeunesse, qu'une pareille tête laisse toujours le corps en santé. L'altération de la mienne agit sur mon humeur et tempéra l'ardeur de mes fantaisies. Me sentant affaiblir, je devins plus tranquille et perdis un peu la fureur des voyages. Je n'avais plus de goût à rien qu'à finir mes jours auprès de celle qui m'était chère, à lui faire sentir en quoi consistait le vrai charme d'une vie heureuse, à rendre la sienne telle, autant qu'il dépendait de moi. Mais je voyais, je sentais même que dans une maison sombre et triste, la continuelle solitude du tête-à-tête deviendrait à la fin triste aussi. Le remède à cela se présenta comme de lui-même. Maman m'avait ordonné le lait et voulait que j'allasse le prendre à la campagne. J'y consentis pourvu qu'elle y vînt avec moi. Il n'en fallut pas davantage pour la déterminer, il ne s'agit plus que du choix du lieu. Ton projet est charmant, me dit-elle, et fort de mon goût. Cherchons quelques réduits assez loin de la ville pour vivre en paix et assez près pour y revenir toutes les fois qu'il sera nécessaire. Ainsi fut fait. Après avoir un peu cherché, nous nous fixâmes aux Charmettes, une terre à la porte de Chambéry, mais retirée et solitaire comme si l'on était à 100 lieues. Entre deux coteaux assez élevés est un petit vallon nord et sud, au fond duquel coule une rigole entre des cailloux et des arbres. Le long de ce vallon, à mi-côte, sont quelques maisons éparses, fort agréables pour quiconque aime un asile un peu sauvage et retiré. La maison était très logeable. Au-devant, un jardin en terrasse, une vigne au-dessus, un verger au-dessous, vis-à-vis un petit bois de châtaignier, une fontaine à portée, plus haut dans la montagne des prés pour l'entretien du bétail, enfin, tout ce qu'il fallait pour le petit ménage champêtre que nous y voulions établir. Autant que je puis me rappeler les temps et les dates, nous en prîmes possession vers la fin de l'été de 1736. J'étais transporté le premier jour que nous y couchâmes. Oh, maman, dis-je à cette chère amie en l'embrassant, et l'inondant de larmes d'attendrissement et de joie, ce séjour est celui du bonheur et de l'innocence. Si nous ne les trouvons pas ici, l'un avec l'autre, il ne les faut chercher nulle part. Ici commence le court bonheur de ma vie. Ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. Moments précieux et si regrettés. Ah, recommencez pour moi votre aimable cours. Coulez plus lentement dans mon souvenir, s'il est possible que vous ne fîtes réellement dans votre fugitive succession. Comment ferais-je pour prolonger à mon gré ce récit si touchant et si simple, pour redire toujours les mêmes choses et n'ennuyer pas plus mes lecteurs en les répétant que je ne m'ennuyais moi-même en les recommençant sans cesse? Encore si tout cela consistait en faits, en actions, en paroles, je pourrais le décrire et le rendre en quelque façon, mais comment dire ce qui n'était ni dit, ni fait, ni pensé même, mais goûté, mais senti, sans que je puisse énoncer d'autre objet de mon bonheur que ce sentiment même. Je me levais avec le soleil et j'étais heureux, je me promenais et j'étais heureux, je voyais maman et j'étais heureux, je la quittais et j'étais heureux, je parcourais les bois, les coteaux, j'errais dans les vallons, je lisais, j'étais oisif, je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j'aidais au ménage et le bonheur me suivait partout. Il n'était dans aucune chose assignable, il était tout en moi-même. Il ne pouvait me quitter un seul instant. J'arrivai à Paris dans l'automne de 1741 avec 15 louis d'argent comptant et mon projet de musique pour toute ressource, et ayant par conséquent peu de temps à perdre pour tâcher d'en tirer parti. J'allais loger à l'hôtel Saint-Quentin, rue des Cordiers, proche de la Sorbonne. Vilaine rue, vilain hôtel, vilaine chambre, mais où cependant avaient logé des hommes de mérite tels que Gresset, les abbés de Mably, de Condillac et plusieurs autres.
Nous avions une hôtesse qui était d'Orléans. Elle prit pour travailler en linge une fille de son pays d'environ 22 à 23 ans qui mangeait avec nous ainsi que l'hôtesse. Cette fille, appelée Thérèse Levasseur, était de bonne famille. Son père était officier de la Monnaie d'Orléans, sa mère était marchande. Ils avaient beaucoup d'enfants. La Monnaie d'Orléans n'allant plus, le père se trouva sur le pavé. La mère, ayant essuyé des banqueroutes, fit mal ses affaires, quitta le commerce et vint à Paris avec son mari et sa fille, qui les nourrissaient tous trois de son travail. La première fois que je vis paraître cette fille à table, je fus frappé de son maintien modeste et plus encore de son regard vif et doux, qui pour moi n'eut jamais son semblable. Elle était très timide, je l'étais aussi. La liaison que cette disposition commune semblait éloigner se fit pourtant très rapidement. L'hôtesse, qui s'en aperçut, devint furieuse, et ses brutalités avancèrent encore mes affaires auprès de la petite qui, n'ayant d'appui que moi seul dans la maison, me voyait sortir avec peine et soupirait après le retour de son protecteur. Le rapport de nos cœurs, le concours de nos dispositions, eut bientôt son effet ordinaire. Elle crut voir en moi un honnête homme, elle ne se trompa pas. Je crus voir en elle une fille sensible, simple et sans coquetterie, je ne me trompais pas non plus. Je lui déclarai d'avance que je ne l'abandonnerais, ni ne l'épouserais jamais. L'amour, l'estime, la sincérité naïve furent les ministres de mon triomphe, et c'était parce que son cœur était tendre et honnête que je fus heureux sans être entreprenant. Je n'avais cherché d'abord qu'à me donner un amusement, je vis que j'avais plus fait, et que je m'étais donné une compagne. Un peu d'habitude avec cette excellente fille, un peu de réflexion sur ma situation, me firent sentir qu'en ne songeant qu'à mes plaisirs, j'avais beaucoup fait pour mon bonheur. Il me fallait, à la place de l'ambition éteinte, un sentiment vif qui remplit mon cœur. Il fallait, pour tout dire, un successeur à maman. Puisque je ne devais plus vivre avec elle, il me fallait quelqu'un qui vécût avec son élève et en qui je trouvasse la simplicité, la docilité de cœur qu'elle avait trouvée en moi. Il fallait que la douceur de la vie privée et domestique me dédommageât du sort brillant auquel je renonçais. Quand j'étais absolument seul, mon cœur était vide, mais il n'en fallait qu'un pour le remplir. Le sort m'avait ôté, m'avait aliéné, du moins en partie, celui pour lequel la nature m'avait fait. Dès lors, j'étais seul, car il n'y eut jamais pour moi d'intermédiaire entre tout et rien. Je trouvai dans Thérèse le supplément dont j'avais besoin. Par elle, je vécus heureux, autant que je pouvais l'être selon le cours des événements. Je voulus d'abord former son esprit, j'y perdis ma peine. Son esprit est ce que l'a fait la nature. La culture et les soins n'y prennent pas. Je ne rougis point d'avouer qu'elle n'a jamais bien su lire, quoiqu'elle écrive passablement. Quand j'allais loger dans la rue Neuve des Petits Champs, j'avais à l'hôtel de Pontchartrain, vis-à-vis mes fenêtres, un cadran sur lequel je m'efforçais durant plus d'un mois à lui faire connaître les heures. À peine les connaît-elle encore à présent. Elle n'a jamais pu suivre l'ordre des 12 mois de l'année et ne connaît pas un seul chiffre, malgré tous les soins que j'ai pris pour les lui montrer. Elle ne sait ni compter l'argent, ni le prix d'aucune chose. Le mot qui lui vient en parlant est souvent l'opposé de celui qu'elle veut dire, et ces quiproquos sont devenus célèbres dans les sociétés où j'ai vécu. Mais cette personne, si bornée et si l'on veut, si stupide, est d'un conseil excellent dans les occasions difficiles. Souvent, en Suisse, en Angleterre, en France, dans les catastrophes où je me trouvais, elle a vu ce que je ne voyais pas moi-même. Elle m'a donné les avis les meilleurs à suivre. Elle m'a tiré des dangers où je me précipitais aveuglément. Et devant les dames du plus haut rang, devant les grands et les princes, ses sentiments, son bon sens, ses réponses et sa conduite lui ont attiré l'estime universelle. Et à moi, sur son mérite, des compliments dont je sentais la sincérité. Le temps s'écoulait, et l'argent avec lui. Nous étions deux, même quatre, ou pour mieux dire, nous étions 7 ou 8, car quoique Thérèse fût d'un désintéressement qui a peu d'exemple, sa mère n'était pas comme elle. Sitôt qu'elle se vit un peu remontée par mes soins,
Elle fit venir toute sa famille pour en partager le fruit. Sœur, fils, fille, petite fille, tout vint. Oh, sa fille aînée, mariée au directeur des carrosses d'Angers. Tout ce que je faisais pour Thérèse était détourné par sa mère en faveur de ses affamés. En 1747, j'allais passer l'automne en Touraine au château de Chenonceau, maison royale sur le Cher, bâtie par Henri II pour Diane de Poitiers, et maintenant possédée par M. Dupin, fermier général. On y faisait très bonne chair. J'y devins gras comme un moine. On y fit beaucoup de musique, j'y composai plusieurs trios à chanter, plein d'une assez forte harmonie. On y joua la comédie, j'y en fis en 15 jours une en 3 actes, et qui n'a d'autre mérite que beaucoup de gaieté. Tandis que j'engraissais à Chenonceau, ma pauvre Thérèse engraissait à Paris d'une autre manière. Et quand j'y revins, je trouvai l'ouvrage que j'avais mis sur le métier plus avancé que je ne l'avais cru. Cela me jetait, vu ma situation, dans un embarras extrême, si des camarades de table ne m'eussent fourni la seule ressource qui pouvait m'en tirer. Au lieu d'aller manger chez un traiteur, nous mangions ordinairement presque vis-à-vis le cul-de-sac de l'opéra chez une madame Lasselle, une femme d'un tailleur qui donnait assez mal à manger, mais dont la table ne laissait pas d'être recherchée à cause de la bonne et sûre compagnie qui s'y trouvait. J'y apprenais des foules d'anecdotes très amusantes et j'y pris aussi peu à peu, non grâce au ciel jamais les mœurs, mais les maximes que j'y vis établies. D'honnêtes personnes mises à mal, des maris trompés, des femmes séduites, des accouchements clandestins étaient là les textes les plus ordinaires, et celui qui peuplait le mieux les enfants trouvés était toujours le plus applaudi. Cela me gagna. Je formais ma façon de penser sur celle que je voyais en règne chez des gens très aimables et dans le fond très honnêtes gens. Et je me dis, puisque c'est l'usage du pays, quand on y vit, on peut le suivre. Voilà l'expédient que je cherchais. Je m'y déterminai gaillardement, sans le moindre scrupule, et le seul que j'eus à vaincre fut celui de Thérèse, à qui j'eus toutes les peines du monde de faire adopter cet unique moyen de sauver son honneur. Sa mère, qui de plus craignait un nouvel embarras de marmaille, étant venue à mon secours, elle se laissa vaincre. L'année suivante, même inconvénient, et même expédient. Pas plus de réflexion de ma part, pas plus d'approbation de celle de Thérèse. Elle obéit en gémissant. Je marque ici ma première connaissance avec Madame d'Épinay. Elle était aimable, avait de l'esprit, des talents. C'était assurément une bonne connaissance à faire. En faisant la connaissance de Madame d'Épinay, je fis aussi celle de sa belle-sœur, qui devint bientôt comtesse d'Outot. La première fois que je la vis, elle était à la veille de son mariage. Elle me causa longtemps avec cette familiarité charmante qui lui est naturelle. Je la trouvais très aimable. Mais j'étais bien éloigné de prévoir que cette jeune personne ferait un jour le destin de ma vie et m'entraînerait, quoique bien innocemment, dans l'abîme où je suis aujourd'hui. Diderot et d'Alembert venaient d'entreprendre le dictionnaire encyclopédique qui ne devait d'abord être qu'une espèce de traduction de Chambers, semblable à peu près à celle du dictionnaire de médecine de James que Diderot venait d'achever. Celui-ci voulut me faire entrer pour quelque chose dans cette seconde entreprise et me proposa la partie de la musique que j'acceptai et que j'exécutai très à la hâte et très mal, dans les 3 mois qu'il m'avait donnés, comme à tous les auteurs qui devaient concourir à cette entreprise. Mais je fus le seul qui fut prêt au terme prescrit. Diderot m'avait promis de la part des libraires une rétribution dont il ne m'a jamais reparlé, ni moi à lui. Cette entreprise de l'encyclopédie fut interrompue par sa détention. Les pensées philosophiques lui avaient attiré quelques chagrins qui n'eurent point de suite, et il n'en fut pas de même de la lettre sur les aveugles, qui n'avait rien de répréhensible que quelques traits personnels pour lesquels il fut mis au donjon de Vincennes. Rien ne peindra jamais les angoisses que me fit sentir le malheur de mon ami. Ma funeste imagination, qui porte toujours le mal au pis effaroucha, je le crus là pour le reste de sa vie.
Comme j'étais assurément celui qui compatissait le plus à sa peine, je crus être aussi celui dont la vue lui serait la plus consolante. Et tous les 2 jours au plus tard, malgré des occupations très exigeantes, j'allais passer avec lui les après-midi. Cette année 1749, l'été fut d'une chaleur excessive. On compte 2 lieues de Paris à Vincennes. Peu en état de payer des fiacres, à 2 heures après-midi, j'allais à pied, et j'allais vite pour arriver plus tôt. Les arbres de la route, toujours élagués à la mode du pays, ne donnaient presque aucune ombre, et souvent, rendu de chaleur et de fatigue, je m'étendais par terre, n'en pouvant plus. Je m'avisai, pour modérer mon pas, de prendre quelques livres. Je pris un jour le Mercure de France, et tout en marchant et le parcourant, je tombai sur cette question proposée par l'Académie de Dijon pour le prix de l'année suivante. Si le prix a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. À l'instant de cette lecture, je vis un autre univers et je devins un autre homme. Arrivant à Vincennes, j'étais dans une agitation qui tenait du délire. Diderot l'aperçut. Je lui en dis la cause et je lui lus la prosopopée de Fabricius, écrite au crayon sous un chêne. Il m'exhorta de donner l'essor à mes idées et de concourir au prix. Je le fis, et dès cet instant, je fus perdu. Tout le reste de ma vie et de mes malheurs fut l'effet inévitable de cet instant d'égarement. Mes sentiments se montèrent avec la plus inconcevable rapidité au ton de mes idées. Toutes mes petites passions furent étouffées par l'enthousiasme de la vérité, de la liberté, de la vertu. Et ce qu'il y a de plus étonnant est que cette effervescence se soutint dans mon cœur durant plus de 4 ou 5 ans, à un aussi haut degré peut-être qu'elle ait jamais été dans le cœur d'aucun autre homme. Je travaillais ce discours d'une façon bien singulière et que j'ai presque toujours suivi dans mes autres ouvrages. Je lui consacrais les insomnies de mes nuits. Je méditais dans mon lit à yeux fermés, et je tournais et retournais mes périodes dans ma tête avec des peines incroyables. Puis, quand j'étais parvenu à en être content, je les déposais dans ma mémoire, jusqu'à ce que je puisse les mettre sur le papier. Mais le temps de me lever et de m'habiller me faisait tout perdre, et quand je m'étais mis à mon papier, il ne me venait presque plus rien de ce que j'avais composé. Je m'avisai de prendre pour secrétaire Madame Levasseur. Je l'avais logée avec sa fille et son mari plus près de moi, et c'était elle qui, pour m'épargner un domestique, venait tous les matins allumer mon feu et faire mon petit service. À son arrivée, je lui dictais de mon lit mon travail de la nuit, et cette pratique que j'ai longtemps suivie m'a sauvé bien des oublis. L'année suivante, 1750, comme je ne songeais plus à mon discours, j'appris qu'il avait remporté le prix à Dijon. Cette nouvelle réveilla toutes les idées qui me l'avaient dictée, les anima d'une nouvelle force, et acheva de mettre en fermentation dans mon cœur ce premier levain d'héroïsme et de vertu que mon père et ma patrie, et Plutarque, y avaient mis dans mon enfance. Je ne trouvais plus rien de grand et de beau que d'être libre et vertueux au-dessus de la fortune et de l'opinion et de se suffire à soi-même. Quoique la mauvaise honte et la crainte des sifflets m'empêchassent de me conduire d'abord sur ces principes et de rompre brusquement en visière aux maximes de mon siècle, j'en eus dès lors la volonté décidée, et je ne tardai à l'exécuter qu'autant de temps qu'il en fallait aux contradictions pour l'irriter et la rendre triomphante. Tandis que je philosophais sur les devoirs de l'homme, un événement vint me faire mieux réfléchir sur les miens. Thérèse devint grosse pour la 3e fois. Trop sincère avec moi, trop fière en dedans pour vouloir démentir mes principes par mes œuvres, je me mis à examiner la destination de mes enfants et mes liaisons avec leur mère. Si je me trompais dans mes résultats, rien n'est plus étonnant que la sécurité d'âme avec laquelle je m'y livrais. Si je disais mes raisons, j'en dirais trop. Puisqu'elles ont pu me séduire, elles en séduiraient bien d'autres. Je me contenterai de dire qu'en livrant mes enfants à l'éducation publique,
faute de pouvoir les élever moi-même, en les destinant à devenir ouvriers et paysans plutôt qu'aventuriers et coureurs de fortune, je crus faire un acte de citoyen et de père. Et je me regardais comme un membre de la République de Platon. Plus d'une fois depuis lors, les regrets de mon cœur m'ont appris que je m'étais trompé. Mais, loin que ma raison m'ait donné le même avertissement, j'ai souvent béni le ciel de les avoir garantis par là du sort de leur père et de celui qui les menaçait quand j'aurais été forcé de les abandonner. Mon troisième enfant fut donc mis aux enfants trouvés ainsi que les premiers, et il en fut de même des deux suivants, car j'en ai eu 5 en tout. Cet arrangement me parut si bon, si sensé, si légitime, que si je ne m'en vantais pas ouvertement, ce fut uniquement par égard pour la mère. Mais je le dis à tous ceux à qui j'avais déclaré nos liaisons. En un mot, je ne mis aucun mystère à ma conduite, non seulement parce que je n'ai jamais rien su cacher à mes amis, mais parce qu'en effet, je n'y voyais aucun mal. Déterminé à passer dans l'indépendance et la pauvreté le temps qui me restait à vivre, j'appliquais toutes les forces de mon âme à briser les fers de l'opinion et à faire avec courage tout ce qui me paraissait bien, sans m'embarrasser aucunement du jugement des hommes. Dans l'indépendance où je voulais vivre, il fallait cependant subsister. J'en imaginais un moyen très simple, ce fut de copier de la musique à temps la page. Si quelque occupation plus solide eût rempli le même but, je l'aurais prise. Mais ce talent étant de mon goût et le seul qui, sans assujettissement personnel, put me donner du pain au jour le jour, je m'y tins. Le succès de mon premier discours me rendit l'exécution de cette résolution plus facile. Quand il eut remporté le prix, Diderot se chargea de le faire imprimer. Il m'écrivit un billet pour m'en annoncer la publication et l'ai fait. Il prend, me marquait-il, tout par-dessus les nus. Il n'y a pas d'exemple d'un succès pareil. À l'aide du bruit que faisait mon ouvrage, ma résolution fit du bruit aussi. On voulait connaître cet homme bizarre qui ne recherchait personne et ne se souciait de rien que de vivre libre et heureux à sa manière. C'en était assez pour qu'il ne le pût point. Ma chambre ne désemplissait pas de gens qui, sous divers prétextes, venaient s'emparer de mon temps. Les femmes employaient 1000 ruses pour m'avoir à dîner. Plus je brusquais les gens, plus ils s'obstinaient. Je ne pouvais refuser tout le monde. En me faisant 1000 ennemis par mes refus, j'étais incessamment subjugué par ma complaisance. Et de quelque façon que je m'y prise, je n'avais pas par jour 1 heure de temps à moi. Je sentis alors qu'il n'est pas toujours aussi aisé qu'on se l'imagine d'être pauvre et indépendant. Je voulais vivre de mon métier, le public ne le voulait pas. Le devin du village acheva de me mettre à la mode. Et bientôt, il n'y eut pas d'homme plus recherché que moi dans Paris. Ces tiraillements continuels et les importunités journalières auxquelles j'étais assujetti me rendirent enfin ma demeure et le séjour de Paris désagréable. M. d'Épinay, voulant ajouter une aile qui manquait au château de la Chevrette, faisait une dépense immense pour l'achever. Étant allé voir un jour avec Mme d'Épinay ses ouvrages, nous poussâmes notre promenade 1/4 de lieue plus loin, jusqu'au réservoir des eaux du parc qui touchait la forêt de Montmorency et où était un joli potager avec une petite loge fort délabrée qu'on appelait l'Ermitage. Ce lieu solitaire et très agréable m'avait frappé quand je le vis pour la première fois. Il m'était échappé de dire dans mon transport « Ah, madame, quelle habitation délicieuse, voilà un asile tout fait pour moi ». Madame d'Épinay ne releva pas beaucoup mon discours, mais à ce second voyage, je fus tout surpris de trouver, au lieu de la vieille masure, une petite maison presque entièrement neuve, fort bien distribuée et très logeable pour un petit ménage de 3 personnes. Madame d'Épinay avait fait faire cet ouvrage en silence et à très peu de frais, en détachant quelques matériaux et quelques ouvriers de ceux du château. Au second voyage, elle me dit en voyant ma surprise « Mon ours, voilà votre asile. C'est vous qui l'avez choisi, c'est l'amitié qui vous l'offre.
J'espère qu'elle vous ôtera la cruelle idée de vous éloigner de moi. Je ne crois pas avoir été, de mes jours, plus vivement, plus délicieusement ému. Je mouillai de pleurs la main bienfaisante de mon ami, et si je ne fus pas vaincu dès cet instant même, je fus extrêmement ébranlé. Madame d'Épinay, qui ne voulait pas en avoir le démenti, devint si pressante, employa tant de moyens, tant de gens pour me circonvenir, jusqu'à gagner pour cela Madame Levasseur et sa fille, qu'enfin elle triompha de mes résolutions. Je résolus, je promis, d'habiter l'Ermitage. Et en attendant que le bâtiment fût sec, elle prit soin d'en préparer les meubles, en sorte que tout fut prêt pour y entrer le printemps suivant. Le vieux bonhomme Levasseur, qui avait plus de 80 ans, fut mis dans une maison de charité où, là, j'ai le regret de se voir loin de sa famille, le mirent au tombeau presque en arrivant. Ce fut le 9 avril 1756 que je quittai la ville pour n'y plus habiter. Car je ne compte pas pour habitation quelques courts séjours que j'ai faits depuis, tant à Paris qu'à Londres et dans d'autres villes, mais toujours de passage, ou toujours malgré moi. Madame d'Épinay vint nous prendre tous trois dans son carrosse, son fermier vint charger mon petit bagage, et je fus installé dès le même jour. Je trouvai ma petite retraite arrangée et meublée simplement, mais proprement, et même avec goût. Quoiqu'il fît froid, et qu'il y eût même encore de la neige, la terre commençait à végéter. On voyait des violettes et des primes verts. Les bourgeons des arbres commençaient à poindre, et la nuit même de mon arrivée fut marquée par le premier chant du rossignol qui se fit entendre presque à ma fenêtre dans un bois qui touchait la maison. Mon premier soin fut de me livrer à l'impression des objets champêtres dont j'étais entouré. Et il n'y eut pas un sentier, pas un taillis, pas un bosquet, pas un réduit autour de ma demeure que je n'eusse parcouru dès le lendemain. Plus j'examinais cette charmante retraite, plus je la sentais faite pour moi. Ce lieu solitaire plutôt que sauvage me transportait en idée au bout du monde. Après quelques jours livrés à mon délire champêtre, je songeais à régler mes occupations. Je destinais, comme j'avais toujours fait, mes matinées à la copie et mes après-dîners à la promenade, muni de mon petit livret blanc et de mon crayon. Car n'ayant jamais pu écrire et penser à mon aise que sub dio, je n'étais pas tenté de changer de méthode et je comptais bien que la forêt de Montmorency, qui était presque à ma porte, serait désormais mon cabinet de travail. J'avais plusieurs écrits commencés. J'en fis la revue. J'étais assez magnifique en projet, mais dans les tracas de la ville, l'exécution jusqu'alors avait marché lentement. J'y comptais mettre un peu plus de diligence quand j'aurais moins de distractions. Je crois avoir assez bien rempli cette attente, et pour un homme souvent malade et toujours occupé la moitié de la journée à la copie, si l'on compte et mesure les écrits que j'ai faits dans les 6 ans que j'ai passés tant à l'Ermitage qu'à Montmorency, l'on trouvera, je m'assure, que si j'ai perdu mon temps durant cet intervalle, ce n'a pas été du moins dans l'oisiveté. J'avais composé pour les dernières parties de la Julie plusieurs lettres qui se sentent du ravissement dans lequel je les écrivis. Je puis citer entre autres celles de l'Élysée et de la promenade sur le lac, qui, si je m'en souviens bien, sont à la fin de la 4e partie. Quiconque, en lisant ces 2 lettres, ne sent pas amollir et fondre son cœur dans l'attendrissement qui me les dicta, doit fermer le livre. Il n'est pas fait pour juger des choses de sentiment. Dans le même temps, j'eus de Madame Douteau une visite imprévue. En l'absence de son mari, qui était capitaine de gendarmerie, et de son amant Saint-Lambert, qui servait aussi, elle était venue à Aubonne, au milieu de la vallée de Montmorency, où elle avait loué une assez jolie maison. Ce fut de là qu'elle vint faire à l'Ermitage une excursion. Elle était à cheval et en homme. Quoique je n'aime guère ces sortes de mascarades, je fus prise à l'air romanesque de celle-là,
Et pour cette fois, ce fut de l'amour. Comme il fut le premier et l'unique en toute ma vie, et que ses suites le rendront à jamais mémorable et terrible à mon souvenir, qu'il me soit permis d'entrer dans quelques détails. Madame la comtesse d'Houdetot approchait de la trentaine et n'était point belle. Son visage était marqué de la petite vérole, son teint manquait de finesse, elle avait la vue basse et les yeux un peu ronds, mais elle avait l'air jeune avec tout cela, et sa physionomie à la fois vive et douce était caressante. Elle avait une forêt de grands cheveux noirs naturellement bouclés, qui lui tombaient aux jarrets. Sa taille était mignonne et elle mettait dans tous ses mouvements de la gaucherie et de la grâce tout à la fois. Elle ne pouvait ni déguiser ce qu'elle pensait à personne, ni même contraindre aucun de ses sentiments, et je suis persuadé qu'elle parlait de son amant à son mari même, comme elle en parlait à ses amis, à ses connaissances et à tout le monde indifféremment. Elle vint, je la vis. Je vis ma Julie en Madame d'Houdetot, et bientôt je ne vis plus que Madame d'Houdetot. Mais revêtue de toutes les perfections dont je venais d'orner l'idole de mon cœur. Pour m'achever, elle me parla de Saint-Lambert en amante passionnée. Force contagieuse de l'amour, en l'écoutant, en me sentant auprès d'elle, j'étais saisi d'un frémissement délicieux que je n'avais éprouvé jamais auprès de personne. Elle parlait et je me sentais ému. Je croyais ne faire que m'intéresser à ses sentiments quand j'en prenais de semblables. J'avalais à longs traits la coupe empoisonnée dont je ne sentais encore que la douceur. Ce ne fut qu'après son départ que, voulant penser à Julie, je fus frappé de ne pouvoir plus penser qu'à Madame d'Houdetot. Alors, mes yeux se dessillèrent, je sentis mon malheur, j'en gémis, mais je n'en prévis pas les suites. J'hésitais longtemps sur la manière dont je me conduirais avec elle, comme si l'amour véritable laissait assez de raisons pour suivre des délibérations. Je n'étais pas déterminé quand elle revint me prendre au dépourvu. La honte, compagne du mal, me rendit muet, tremblant devant elle. Je n'osais ouvrir la bouche ni lever les yeux. J'étais dans un trouble inexprimable qu'il était impossible qu'elle ne vît pas. Je pris le parti de le lui avouer et de lui en laisser deviner la cause, c'était la lui dire assez clairement. Si j'eusse été jeune et aimable, et que dans la suite Madame d'Houdetot eût été faible, je blâmerais ici sa conduite. Mais tout cela n'étant pas, je ne puis que l'applaudir et l'admirer. Elle avait pour moi de l'estime et de la bienveillance, elle eut pitié de ma folie. Sans la flatter, elle la plaignit et tâcha de m'en guérir. Elle ne me refusa rien de ce que la plus tendre amitié pouvait accorder. Elle ne m'accorda rien qui pût la rendre infidèle. Et j'eus l'humiliation de voir que l'embrasement dont ces légères faveurs allumaient mes sens n'emporta jamais au sien la moindre étincelle. Quel puissant motif n'appelais-je point à mon aide pour l'étouffer? Mes mœurs, mes sentiments, mes principes, la honte, l'infidélité, le crime, l'abus d'un dépôt confié par l'amitié, le ridicule enfin de brûler à mon âge de la passion la plus extravagante pour un objet dont le cœur préoccupé ne pouvait ni me rendre aucun retour, ni me laisser aucun espoir. Et qu'on n'aille pas s'imaginer qu'ici mes sens me laissaient tranquille, comme auprès de Thérèse et de maman. J'ai déjà dit, c'était de l'amour cette fois, et l'amour dans toute son énergie, dans toutes ses fureurs. Je ne décrirai ni les agitations, ni les frémissements, ni les palpitations, ni les mouvements convulsifs, ni les défaillances de cœur que j'éprouvais continuellement.
On a vu dans tout le cours de ma vie que mon cœur, transparent comme le cristal, n'a jamais su cacher durant une minute entière un sentiment un peu vif qui s'y fut réfugié. Qu'on juge s'il me fut possible de cacher longtemps mon amour pour Madame Dutto. Notre intimité frappait tous les yeux. Nous n'émettions ni secret ni mystère et n'étaient pas de nature à en avoir besoin. Et comme Madame Dutto avait pour moi l'amitié la plus tendre, qu'elle ne se reprochait point, que j'avais pour elle une estime dont personne ne connaissait mieux que moi toute la justice. Elle, franche, distraite, étourdie, moi, vrai, maladroit, fier, impatient, emporté, nous donnions encore sur nous, dans notre trompeuse sécurité, beaucoup plus de prise que nous n'aurions fait si nous eussions été coupables. Un jour que j'allais voir Madame Dutto à Aubonne, je la trouvais triste, et je vis qu'elle avait pleuré. « Ah, me dit-elle en soupirant, je crains bien que vos folies ne me coûtent le repos de mes jours. Saint-Lambert est instruit et mal instruit. Il me rend justice, mais il a de l'humeur, dont, qui pisait, il me cache une partie. Heureusement, je ne lui ai rien tu de nos liaisons. Mes lettres étaient pleines de vous, ainsi que mon cœur. Je ne lui ai caché que votre amour insensé, dont j'espérais vous guérir, et dont, sans m'en parler, je vois qu'il me fait un crime. On nous a desservis. L'on m'a fait tort. Mais qu'importe. Ou rompons tout à fait, ou soyez tel que vous devez être. Je ne veux plus rien avoir à cacher à mon amant. Ce fut là le premier moment où je fus sensible à la honte de me voir humilié par le sentiment de ma faute. Devant une jeune femme dont j'éprouvais les justes reproches et dont j'aurais dû être le mentor. J'étais déterminé tout à fait à me vaincre et à ne rien épargner pour changer ma folle passion en une amitié pure et durable. Elle me redemanda ses lettres, je les lui rendis toutes avec une fidélité dont elle me fit l'injure de douter un moment. Ce doute fut un déchirement inattendu pour mon cœur qu'elle devait si bien connaître. Elle me rendit justice, mais ce ne fut pas sur le champ. Je compris que l'examen du paquet que je lui avais rendu lui avait fait sentir son tort. Je vis même qu'elle se le reprochait. Et cela me fit regagner quelque chose. Elle ne pouvait retirer ses lettres sans me rendre les miennes. Elle me dit qu'elle les avait brûlées. J'en osais douter à mon tour. Et j'avoue que j'en doute encore. Non, l'on ne met point au feu de pareilles lettres. On a trouvé brûlante celle de la Julie, et Dieu, qu'aurait-on donc dit de celle-là? Non, non, jamais celle qui peut inspirer une pareille passion n'aura le courage d'en brûler les preuves. Si ces lettres sont encore en être, et qu'un jour elles soient vues, on connaîtra comment j'ai aimé. La saison devenait mauvaise et l'on commençait à quitter la campagne. Madame Dutto me marqua le jour où elle comptait venir faire ses adieux à la vallée et me donna rendez-vous à Aubonne. Ce jour se trouva par hasard le même où Madame d'Épinay quittait la Chevrette pour aller à Paris. Heureusement, elle partit le matin et j'eus le temps encore, en la quittant, d'aller dîner avec sa belle-sœur. Je fis et tins la résolution de ne voir plus en Madame Dutto que mon amie, et je passai tête à tête avec elle 4 ou 5 heures dans un calme délicieux, préférable infiniment même quant à la jouissance, à ces accès de fièvre ardente que jusqu'alors j'avais eus auprès d'elle. Comme elle savait trop que mon cœur n'était pas changé, elle fut sensible aux efforts que j'avais faits pour me vaincre. Elle m'en estima davantage, et j'eus le plaisir de voir que son amitié pour moi n'était point éteinte. Nous parlâmes ensuite de ma situation présente, et je lui déclarai la résolution où j'étais de quitter l'Ermitage. C'est ainsi qu'après une si longue amitié pour l'une de ces deux femmes, et un si vif amour pour l'autre, je leur fis séparément mes adieux en un même jour. Après leur départ, je me trouvai dans un grand embarras.
Mon état, en effet, était des plus déplorables. Mon tempérament, quoique vigoureux, n'avait pu soutenir les combats de tant de passions contraires. J'étais dans un épuisement qui ne me laissait ni force ni courage pour résister à rien. Je ne savais ni où aller, ni comment me traîner. Je restais immobile et stupide, sans pouvoir agir ni penser. La seule idée d'un pas à faire, d'une lettre à écrire, d'un mot à dire, me faisait frémir. M. Matas, procureur fiscal de M. le Prince de Condé, entendit parler de mon embarras. Il me fit offrir une petite maison qu'il avait à son jardin de Mont-Louis à Montmorency. J'acceptai avec empressement et reconnaissance. Le marché fut bientôt fait. Je fis en hâte acheter quelques meubles avec ceux que j'avais déjà pour nous coucher, Thérèse et moi. Je fis charrier mes effets à grand-peine et à grands frais. Malgré la glace et la neige, mon déménagement fut fait dans 2 jours et le 15 décembre, je rendis les clés de l'Ermitage après avoir payé les gages du jardinier, ne pouvant payer mon loyer. Quant à Madame Levasseur, je lui déclarai qu'il fallait nous séparer. Sa fille voulut m'ébranler, je fus inflexible. Je la fis partir pour Paris dans la voiture du messager avec tous les effets et meubles que sa fille et elle avaient en commun. Je lui donnai quelque argent et je m'engageai à lui payer son loyer chez ses enfants ou ailleurs, à pourvoir à sa subsistance autant qu'il me serait possible et à ne jamais la laisser manquer de pain tant que j'en aurais moi-même. La belle saison ne me rendit point mes forces, et je passai toute l'année 1758 dans un état de langueur qui me fit croire que je touchais à la fin de ma carrière. J'en voyais approcher le terme avec une sorte d'empressement. Détaché de tout ce qui m'avait fait aimer la vie, je n'y voyais plus rien qui pût me la rendre agréable. Je n'y voyais plus que des maux et des misères qui m'empêchaient de jouir de moi. J'aspirais au moment d'être libre et d'échapper à mes ennemis. Avec un nom déjà célèbre et connu dans toute l'Europe, j'avais conservé la simplicité de mes premiers goûts. Ma mortelle aversion pour tout ce qui s'appelait parti, faction, cabale m'avait maintenu libre, indépendant, sans autre chaîne que les attachements de mon cœur. Seul, étranger, isolé, sans appui, sans famille, ne tenant qu'à mes principes et à mes devoirs. Je suivais avec intrépidité les routes de la droiture, ne flattant, ne ménageant jamais personne aux dépens de la justice et de la vérité. De plus, retiré depuis 2 ans dans la solitude, sans correspondance de nouvelles, sans relation des affaires du monde, sans être instruit ni curieux de rien, je vivais à 4 lieues de Paris, aussi séparé de cette capitale par mon incurie que je l'aurais été par les mers dans l'île de Tignan. Pendant un hiver assez rude, au mois de février, et dans l'état que je décris ci-devant, j'allais tous les jours passer 2 heures le matin et autant l'après-dîner dans un donjon tout ouvert que j'avais au bout du jardin où était mon habitation. Ce donjon, qui terminait une allée en terrasse, donnait sur la vallée et l'étang de Montmorency et m'offrait, pour terme du point de vue, le simple mais respectable château de Saint-Gratien, retraite du vertueux Catinat. Ce fut dans ce lieu, pour l'or glacé, que, sans abri contre le vent et la neige, et sans autre feu que celui de mon cœur, je composai dans l'espace de 3 semaines ma lettre à d'Alembert sur les spectacles. C'est ici, car la Julie n'était pas à moitié faite, le premier de mes écrits où j'ai trouvé des charmes dans le travail. Jusqu'alors, l'indignation de la vertu m'avait tenu lieu d'Apollon. La tendresse et la douceur d'âme m'en tinrent lieu cette fois. La lettre respirait une douceur d'âme qu'on sentit n'être point jouée. Si j'eusse été rongé d'humeur dans ma retraite, mon ton s'en serait senti. Pour ceux qui savent observer, cette remarque était décisive. On vit que j'étais rentré dans mon élément. Devenu tranquille de tous les côtés, je profitais du loisir et de l'indépendance où je me trouvais pour reprendre mes travaux avec plus de suite. Ce projet, un des plus sensés que j'eusse jamais fait, était
fortement empreint dans mon esprit, et déjà je travaillais à son exécution, quand le ciel, qui me préparait une autre destinée, me jeta dans un nouveau tourbillon. Monsieur le maréchal duc de Luxembourg venait tous les ans dans ce pays où jadis ses pères étaient les maîtres, passer en 2 fois 5 ou 6 semaines comme simple habitant, mais avec un éclat qui ne dégénérait point de l'ancienne splendeur de sa maison. Au premier voyage qu'il y fit depuis mon établissement à Montmorency, monsieur et madame la maréchale envoyèrent un valet de chambre me faire compliment de leur part et m'inviter à souper chez eux toutes les fois que cela me ferait plaisir. Cette simplicité de commerce avec de si grands seigneurs, et qui pouvait tout en ma faveur, monsieur de Luxembourg étant et méritant bien d'être l'ami particulier du roi, contraste bien singulièrement avec les continuels soucis, non moins importuns qu'officieux, des protecteurs qui cherchaient moins à me servir qu'à m'avilir. Quand monsieur le maréchal m'était venu voir à Montlouis, je l'avais reçu avec peine, lui et sa suite, dans mon unique chambre. Non parce que je fus obligé de le faire asseoir au milieu de mes assiettes sales et de mes pots cassés, mais parce que mon plancher pourri tombait en ruine, et que je craignais que le poids de sa suite ne l'effondrât tout à fait. Moins occupé de mon propre danger que de celui que l'affabilité de ce bon seigneur lui faisait courir, je me hâtai de le tirer de là pour le mener, malgré le froid qu'il faisait encore, à mon donjon tout ouvert et sans cheminée. Quand il y fut, je lui dis la raison qui m'avait engagé à l'y conduire. Il la redit à madame la maréchale, et l'un et l'autre me pressèrent, en attendant qu'on referait mon plancher, d'accepter un logement au château, ou, si je l'aimais mieux, dans un édifice isolé qui était au milieu du parc et qu'on appelait le Petit Château. Cet édifice et le terrain qui l'entoure appartenaient jadis au célèbre Lebrun, qui se plut à le bâtir et le décorer avec ce goût exquis d'ornement et d'architecture dont ce grand peintre s'était nourri. Ce château, depuis lors, a été rebâti, mais toujours sur le dessin du premier maître. Il est petit, simple, mais élégant. Comme il est dans un fond entre le bassin de l'orangerie et la grande pièce d'eau, par conséquent sujet à l'humidité, on l'a percé dans son milieu d'un péristyle à jour entre 2 étages de colonnes, par lequel l'air jouant dans tout l'édifice le maintient sec malgré sa situation. Quand on regarde ce bâtiment de la hauteur opposée, qui lui fait perspective, il paraît absolument environné d'eau, et l'on croit voir une île enchantée, ou la plus jolie des 3 îles Borromée, appelée Isola Bella, dans le lac Majeur. C'est dans cette profonde et délicieuse solitude qu'au milieu des bois et des eaux, au concert des oiseaux de toute espèce, au parfum de la fleur d'orange, je composais dans une continuelle extase le 5e livre de l'Émile, dont je dus en grande partie le coloris assez frais à la vive impression du local où je l'écrivais. Avec quel empressement je courais tous les matins au lever du soleil respirer un air embaumé sur le péristyle. Quel bon café au lait j'y prenais tête à tête avec ma Thérèse. Ma chatte et mon chien nous faisaient compagnie. Ce seul cortège me suffit pour toute ma vie, sans éprouver jamais un moment d'ennui. J'étais là, dans le paradis terrestre, j'y vivais avec autant d'innocence et j'y goûtais le même bonheur. Quoique la Julie, qui depuis longtemps était sous presse, ne parut point encore à la fin de 1760, elle commençait à faire grand bruit. Madame de Luxembourg en avait parlé à la cour, Madame d'Houdetot à Paris. Cette dernière avait même obtenu de moi, pour Saint-Lambert, la permission de la faire lire en manuscrit au roi de Pologne qui en avait été enchanté. Duclos, à qui je l'avais aussi fait lire, en avait parlé à l'Académie. Tout Paris était dans l'impatience de voir ce roman. Les libraires de la rue Saint-Jacques et celui du Palais Royal étaient assiégés de gens qui en demandaient des nouvelles. Il parut enfin. Et son succès contre l'ordinaire répondit à l'empressement avec lequel il avait été attendu. Madame la Dauphine, qui l'avait lu des premières, en parla à monsieur de Luxembourg comme d'un ouvrage ravissant. Les sentiments furent partagés chez les gens de lettres. Mais dans le monde, il n'y eut qu'un avis, et les femmes surtout s'enivrèrent et du livre et de l'auteur, au point qu'il y en avait peu, même dans les hauts rangs, dont je n'eusse fait la conquête si je l'avais entrepris. Ce qui me rendit les femmes si favorables fut la persuasion où elles furent que j'avais écrit ma propre histoire, et que j'étais moi-même le héros de ce roman.
Tout le monde était persuadé qu'on ne pouvait exprimer si vivement des sentiments qu'on n'aurait point éprouvés, ni peindre ainsi les transports de l'amour que d'après son propre cœur. En cela, l'on avait raison, et il est certain que j'écrivis ce roman dans les plus brûlantes extases. Mais on se trompait en pensant qu'il avait fallu des objets réels pour les produire. On était loin de concevoir à quel point je puis m'enflammer pour des êtres imaginaires. Sans quelques réminiscences de jeunesse et Madame Douteau, les amours que j'ai sentis et décrits n'auraient été qu'avec des sylphides. Je ne voulus ni confirmer ni détruire une erreur qui m'était avantageuse. Les rigoristes disent que j'aurais dû déclarer la vérité tout rondement. Pour moi, je ne vois pas ce qui m'y pouvait obliger. Et je crois qu'il y aurait eu plus de bêtises que de franchise à cette déclaration faite sans nécessité. Le contrat social parut 1 mois ou 2 avant les 1000. J'avais assurément lieu de compter sur les bontés de M. de Luxembourg et sur son appui dans le besoin, car jamais il ne me donna de marque d'amitié ni plus fréquente ni plus touchante. Un matin que j'étais seul, il me dit « Avez-vous parlé mal de M. de Choiseul dans le contrat social ?»« Moi, lui dis-je en reculant de surprise. Non, je vous jure. Mais j'en ai fait en revanche, et d'une plume qui n'est pas louangeuse, le plus bel éloge que jamais ministre ait reçu. » Et tout de suite, je lui rapportai le passage. « Et dans les 1000, reprit-il. « Pas un mot, répondis-je. Il n'y a pas un seul mot qui le regarde. »« Ah, dit-il avec plus de vivacité qu'il n'en avait d'ordinaire. Il fallait faire la même chose dans l'autre livre, ou être plus clair. »« J'ai cru l'être, ajoutai-je. Je l'estimais assez pour cela. Il allait reprendre la parole, je le vis prêt à s'ouvrir. Il se retint et se tut. Malheureuse politique de courtisan qui, dans les meilleurs cœurs, domine l'amitié même. Peu de jours après, M. le maréchal reçut du curé de Deuil, ami de Grimm et de Mme d'Épinay, une lettre portant l'avis qu'il disait avoir eu de bonne part, que le Parlement devait procéder contre moi avec la dernière sévérité, et que, tel jour qu'il marqua, je serais décrété de prise de corps. Sentant bien qu'il y avait sous tout cela quelque mystère, j'attendais tranquillement l'événement. Me reposant sur ma droiture et mon innocence en toute cette affaire, et trop heureux, quelque persécution qui dut m'attendre, d'être appelé à l'honneur de souffrir pour la vérité. Ma lecture ordinaire du soir était la Bible, et je l'ai lue entière au moins 5 ou 6 fois de suite. Ce soir-là, me trouvant plus éveillé qu'à l'ordinaire, je prolongeai plus longtemps ma lecture quand tout à coup j'en fus tiré par du bruit et de la lumière. Thérèse, qui la portait, éclairait M. Laroche, valet de chambre et homme de confiance, qui, me voyant lever brusquement sur mon séant, me dit « Ne vous alarmez pas, c'est de la part de Madame la maréchale, qui vous écrit et vous envoie une lettre de M. le prince de Conti. » En effet, dans la lettre de Madame de Luxembourg, je trouvais celle qu'un exprès de ce prince venait de lui apporter, portant avis que, malgré tous ses efforts, on était déterminé à procéder contre moi à toute rigueur. La fermentation, lui marquait-il, est extrême, rien ne peut parer le coup, la Cour l'exige, le Parlement le veut, à 7 heures du matin, il sera décrété de prise de corps et l'on enverra sur le champ le saisir. J'ai obtenu qu'on ne le poursuivra pas s'il s'éloigne, mais s'il persiste à vouloir se laisser prendre, il sera pris. Laroche me conjura de la part de Madame la maréchale de me lever et d'aller conférer avec elle. Il était 2 heures, elle venait de se coucher. Elle vous attend, ajouta-t-il, et ne veut pas s'endormir sans vous avoir vu. Je m'habillai à la hâte et j'y courus. Son trouble me toucha. Dans ce moment de surprise au milieu de la nuit, je n'étais pas moi-même exempt d'émotion. Mais en la voyant, je m'oubliai moi-même, pour ne penser qu'à elle et au triste rôle qu'elle allait jouer si je me laissais prendre.
car, me sentant assez de courage pour ne dire jamais que la vérité, dût-elle me nuire et me perdre, je ne me sentais ni assez de présence d'esprit, ni assez d'adresse, ni peut-être assez de fermeté pour éviter de la compromettre si j'étais vivement pressé. Cela me décida à sacrifier ma gloire, à sa tranquillité, à faire pour elle en cette occasion ce que rien ne m'eût fait faire pour moi. M. de Luxembourg me proposa de rester chez lui quelques jours incognito pour délibérer et prendre mes mesures plus à loisir. Je n'y consentis point. Je m'obstinai à vouloir partir dès le même jour plutôt que de rester caché où que ce pût être. Sentant que j'avais des ennemis secrets et puissants dans le royaume, je jugeai que, malgré mon attachement pour la France, j'en devais sortir pour assurer ma tranquillité. Mon premier mouvement fut de me retirer à Genève, mais un instant de réflexion suffit pour me dissuader de faire cette sottise. Je savais que le ministère de France, encore plus puissant à Genève qu'à Paris, ne me laisserait pas plus en paix dans une de ces villes que dans l'autre s'il avait résolu de me tourmenter. Néanmoins, l'amour de la patrie me rappelait dans la mienne, et si j'avais pu me flatter d'y vivre en paix, je n'aurais pas balancé. Mais l'honneur ni la raison ne me permettant de m'y réfugier comme un fugitif, je pris le parti de m'en rapprocher seulement et d'aller attendre en Suisse celui qu'on prendrait à Genève à mon égard. Décidé à partir le même jour, je fus dès le matin parti pour tout le monde. Thérèse ne voulait pas me quitter. Je lui fis sentir l'inconvénient qu'elle me suivît en ce moment, et la nécessité qu'elle restât pour liquider mes effets et recueillir mon argent. Quand on décrète un homme de prise de corps, l'usage est de saisir ses papiers, de mettre le scellé sur ses effets, ou d'en faire l'inventaire et d'y nommer un gardien. Il fallait bien qu'elle restât pour veiller à ce qui se passerait et tirer de tout le meilleur parti possible. En l'embrassant au moment de nous quitter, je sentis en moi-même un mouvement très extraordinaire. Et je lui dis dans un transport, hélas trop prophétique, mon enfant, il faut t'armer de courage. Tu as partagé la prospérité de mes beaux jours, il te reste, puisque tu le veux, à partager mes misères. N'attends plus qu'affronts et calamités à ma suite. Le sort que ce triste jour commence pour moi me poursuivra jusqu'à ma dernière heure. Monsieur le maréchal me fit présent d'un cabriolet, me prêta des chevaux et un postillon jusqu'à la première poste, où, par les mesures qu'il avait prises, on ne fit aucune difficulté de me fournir des chevaux. J'avais de quoi ne pas m'ennuyer en route, en me livrant aux réflexions qui se présentaient sur tout ce qui venait de m'arriver. Mais ce n'était là ni mon tour d'esprit, ni la pente de mon cœur. Il est étonnant avec quelle facilité j'oublie le mal passé, quelque récent qu'il puisse être. Autant sa prévoyance m'effraie et me trouble tant que je le vois dans l'avenir, autant son souvenir me revient faiblement et s'éteint sans peine aussitôt qu'il est arrivé. Ma cruelle imagination qui se tourmente sans cesse à prévenir les maux qui ne sont point encore, fait diversion à ma mémoire et m'empêche de me rappeler ceux qui ne sont plus. Contre ce qui est fait, il n'y a plus de précautions à prendre, et il est inutile de s'en occuper. J'épuise en quelque façon mon malheur d'avance. Plus j'ai souffert à le prévoir, plus j'ai de facilité à l'oublier. Tandis qu'au contraire, sans cesse occupé de mon bonheur passé, je le rappelle et le rumine, pour ainsi dire, au point d'en jouir de rechef quand je veux. En entrant sur le territoire de Berne, je fis arrêter, je descendis, je me prosternai, j'embrassai, je baisai la terre, et m'écriai dans mon transport, ciel, protecteur de la vertu, je te loue, je touche une terre de liberté. C'est ainsi qu'aveugle et confiant dans mes espérances, je me suis toujours passionné pour ce qui devait faire mon malheur. Je ne fus pas longtemps en doute sur l'accueil qui m'attendait à Genève, au cas que j'eusse envie d'y retourner. Mon livre y fut brûlé et j'y fus décrété le 18 juin, c'est-à-dire 9 jours après l'avoir été à Paris. Ces deux décrets
furent le signal du cri de malédiction qui s'éleva contre moi dans toute l'Europe, avec une fureur qui n'eut jamais d'exemple. Toutes les gazettes, tous les journaux, toutes les brochures sonnèrent le plus terrible tocsin. J'étais un impie, un athée, un forcené, un enragé, une bête féroce, un loup. Depuis mon départ de Montmorency, sentant bien que je serais désormais fugitif sur la terre, j'hésitais à permettre que Thérèse vînt me joindre et partager la vie errante à laquelle je me voyais condamné. Cependant, elle avait marqué tant de douleur à notre séparation, elle avait exigé de moi des promesses si positives de nous rejoindre, que, loin d'avoir le courage de lui parler de séparation, j'eus à peine celui d'y penser moi-même, et après avoir senti dans mon cœur combien il m'était impossible de me passer d'elle, je ne songeais plus qu'à la rappeler incessamment. Je lui écrivis donc de partir, elle vint. À peine y avait-il 2 mois que je l'avais quittée, mais c'était depuis tant d'années notre première séparation. Nous l'avions senti bien cruellement l'un et l'autre. Quel saisissement en nous embrassant! Oh, que les larmes de tendresse et de joie sont douces, comme mon cœur s'en abreuve. Pourquoi m'a-t-on fait verser si peu de celle-là? Nous nous trouvions dans une maison vide, mais toute meublée, au village de Mottier, dans le Val de Travers, comté de Neuchâtel. En arrivant à Mottier, j'avais écrit à Milord Keith, maréchal d'Écosse, gouverneur de Neuchâtel, pour lui donner avis de ma retraite dans les États de Sa Majesté et pour lui demander sa protection. Il me répondit avec la générosité qu'on lui connaît et que j'attendais de lui. Cependant, les injures imprimées allaient leur train et leurs bénins auteurs reprochaient aux puissances de me traiter trop doucement. Ce concours d'aboiements, dont les moteurs continuaient d'agir sous le voile, avait quelque chose de sinistre et d'effrayant. Pour moi, je laissai dire sans m'émouvoir. Il m'est impossible de me rappeler nettement les détails de cette désagréable époque. Mais malgré les soins du châtelain et des magistrats du lieu, le peuple, me regardant tout de bon comme l'antéchrist et voyant toutes ces clameurs inutiles, parut enfin vouloir en venir aux voies de fait. Déjà dans les chemins, les cailloux commençaient à rouler après moi. Lancés cependant encore d'un peu trop loin pour pouvoir m'atteindre. Enfin, la nuit de la foire de Mottier, qui est au commencement de septembre, je fus attaqué dans ma demeure de manière à mettre en danger la vie de ceux qui l'habitaient. À minuit, j'entendis un grand bruit dans la galerie qui régnait sur le derrière de la maison. Une grêle de cailloux lancés contre la fenêtre et la porte qui donnait sur cette galerie y tombèrent avec tant de fracas que mon chien, qui couchait dans la galerie et qui avait commencé par aboyer, se tut de frayeur et se sauva dans un coin, rongeant et grattant les planches pour tâcher de fuir. Je me lève au bruit, j'allais sortir de ma chambre pour passer dans la cuisine, quand un caillou lancé d'une main vigoureuse traversa la cuisine après en avoir cassé la fenêtre, vint ouvrir la porte de ma chambre et tomber au pied de mon lit. De sorte que, si je m'étais pressé d'une seconde, j'avais le caillou dans l'estomac. Je jugeai que le bruit avait été fait pour m'attirer et le caillou lancé pour m'accueillir à ma sortie. Je saute dans la cuisine, je trouve Thérèse qui s'était aussi levée et qui, toute tremblante, accourait à moi. Nous nous rangeons contre un mur, hors de la direction de la fenêtre pour éviter l'atteinte des pierres et délibérer sur ce que nous avions à faire, car sortir pour appeler du secours était le moyen de nous faire assommer. Heureusement, la servante d'un vieux bonhomme qui logeait au-dessous de moi se leva au bruit et courut appeler monsieur le châtelain dont nous étions porte à porte. Il saute de son lit, prend sa robe de chambre à la hâte et vient à l'instant avec la garde qui, à cause de la foire, faisait la ronde cette nuit-là et se trouva tout à portée. Le châtelain vit le dégât avec un tel effroi qu'il en pâlit, et à la vue des cailloux dont la galerie était pleine, il s'écria « Mon Dieu, c'est une carrière !» En visitant le bas, on trouva que la porte d'une petite cour avait été forcée et qu'on avait tenté de pénétrer dans la maison par la galerie. En recherchant pourquoi la garde n'avait point aperçu ou empêché le désordre, il se trouva que ceux de Mottier
s'étaient obstinés à vouloir faire cette garde hors de leur rang, quoique ce fût le tour d'un autre village. Le lendemain, tout ce qu'il y avait de gens distingués dans le pays vinrent me voir et réunirent leurs sollicitations pour m'engager à céder à leur âge et à sortir, au moins pour un temps, d'une paroisse où je ne pouvais plus vivre en sûreté, ni avec honneur. Je m'aperçus même que le châtelain, effrayé des fureurs de ce peuple forcené, et craignant qu'elles ne s'étendissent jusqu'à lui, aurait été bien aise de m'en voir partir au plus vite pour n'avoir plus l'embarras de m'y protéger et pouvoir la quitter lui-même comme il fit après mon départ. Je cédai donc, et même avec un peu de peine, car le spectacle de la haine du peuple me causait un déchirement de cœur que je ne pouvais plus supporter. J'avais plus d'une retraite à choisir. M. Walpole, pris d'un grand zèle en ma faveur, me proposait dans une de ses terres un asile. Milord Maréchal m'avait toujours conseillé l'Angleterre ou l'Écosse et m'y offrait aussi un asile dans ces terres. Mais j'avais un tel attachement pour la Suisse que je ne pouvais me résoudre à la quitter tant qu'il me serait possible d'y vivre. Et je pris ce temps pour exécuter un projet dont j'étais occupé depuis quelques mois. Ce projet consistait à m'aller établir dans l'île de Saint-Pierre, domaine de l'hôpital de Berne, au milieu du lac de Bienne. Dans un pèlerinage pédestre que j'avais fait l'été précédent, j'en avais été tellement enchanté que je n'avais cessé depuis ce temps-là de songer aux moyens d'y faire ma demeure. J'avais consulté là-dessus Milord Maréchal, qui, pensant comme moi que les Bernois seraient bien aises de me voir relégué dans cette île, avait fait sonder là-dessus leurs dispositions par un M. Sturler. M. Sturler s'adressa à des chefs de l'État et, sur leur réponse, assura Milord Maréchal que les Bernois ne demandaient pas mieux que de me voir domicilié dans l'île de Saint-Pierre et de m'y laisser tranquille. Le receveur de l'île ayant reçu de ses maîtres la permission de m'y loger, je crus ne rien risquer d'aller m'établir chez lui avec l'agrément tacite tant du souverain que des propriétaires. Ce choix était si conforme à mon goût pacifique, à mon humeur solitaire et paresseuse, que je le compte parmi les douces rêveries dont je me suis le plus vivement passionné. Il me semblait que dans cette île je serais plus séparé des hommes, plus à l'abri de leurs outrages, plus oublié d'eux, plus livré en un mot aux douceurs du désœuvrement et de la vie contemplative. L'oisiveté que j'aime n'est pas celle d'un fainéant qui reste là, les bras croisés, dans une inaction totale, et ne pense pas plus qu'il n'agit. C'est à la fois celle d'un enfant qui est sans cesse en mouvement pour ne rien faire, et celle d'un radoteur qui bat la campagne tandis que ses bras sont en repos. J'aime à m'occuper à faire des riens, à commencer sans chose et n'en achever aucune, à aller et venir comme la tête me chante, à changer à chaque instant de projet, à suivre une mouche dans toutes ses allures, à vouloir déraciner un rocher pour voir ce qui est dessous, à entreprendre avec ardeur un travail de 10 ans et à l'abandonner sans regret au bout de 10 minutes, à muser enfin toute la journée sans ordre et sans suite, et à ne suivre en toute chose que le caprice du moment. La botanique, telle que je l'ai toujours considérée et telle qu'elle commençait à devenir passion pour moi, était précisément une étude oiseuse propre à remplir tout le vide de mes loisirs sans y laisser place au délire de l'imagination ni à l'ennui d'un désœuvrement total. Errer nonchalamment dans les bois et dans la campagne, prendre machinalement ça et là, tantôt une fleur, tantôt un rameau, brouter mon foin presque au hasard, observer 1000 et 1000 fois les mêmes choses, et toujours avec le même intérêt, parce que je les oubliais toujours, était de quoi passer l'éternité sans pouvoir m'ennuyer un moment. Je fis venir Thérèse avec mes livres et mes effets, nous nous mîmes en pension chez le receveur de l'île. Je fis là l'essai d'une douce vie dans laquelle j'aurais voulu passer la mienne, et dont le goût que j'y pris ne servit qu'à me faire mieux sentir l'amertume de celle qui devait si promptement y succéder. J'ai toujours aimé l'eau, passionnément, et sa vue me jette dans une rêverie délicieuse, quoique souvent sans objet déterminé. Je ne manquais point à mon lever, lorsqu'il faisait beau,
de courir sur la terrasse, humer l'air salubre et frais du matin, et planer des yeux sur l'horizon de ce beau lac dont les rives et les montagnes qui le bordent enchantaient ma vue. Je ne trouve point de plus digne hommage à la divinité que cette admiration muette qu'excite la contemplation de ses œuvres et qui ne s'exprime point par des actes développés. Je comprends comment les habitants des villes, qui ne voient que des murs, des rues et des crimes, ont peu de foi. Mais je ne puis comprendre comment des campagnards, et surtout des solitaires, peuvent n'en point avoir. Comment leur âme ne s'élève-t-elle pas 100 fois le jour avec extase à l'auteur des merveilles qui les frappent? J'espérais que les Bernois me laisseraient en paix dans ma solitude. J'aurais bien mieux aimé y être confiné par leur volonté que par la mienne. J'aurais été plus assuré de n'y point voir troubler mon repos. Cette crainte ne demeura pas longtemps vaine. Au moment où je m'y attendais le moins, je reçus une lettre de M. le baïf de Nidau, dans le gouvernement duquel était l'île de Saint-Pierre. Par cette lettre, ils m'intimaient de la part de leurs excellences l'ordre de sortir de l'île et de leurs états. Je crus rêver en la lisant. Rien de moins naturel, de moins raisonnable, de moins prévu qu'un pareil ordre, car j'avais plutôt regardé mes pressentiments comme les inquiétudes d'un homme effarouché par ses malheurs, que comme une prévoyance qui pût avoir le moindre fondement. Ce moment fut affreux. Je me suis trouvé depuis dans de pires angoisses, jamais dans un plus grand embarras. Si j'avais écouté ma première indignation, je serais parti sur le champ. Mais où aller? Que devenir à l'entrée de l'hiver, sans but, sans préparatif, sans conducteur, sans voiture? À moins de laisser tout à l'abandon, mes papiers, mes effets, toutes mes affaires, il me fallait du temps pour y pourvoir. Et il n'était pas dit, dans l'ordre, si on m'en laissait ou non. La continuité des malheurs commençait d'affaisser mon courage. Pour la première fois, je sentis ma fierté naturelle fléchir sous le joug de la nécessité. Et malgré les murmures de mon cœur, il fallut m'abaisser à demander un délai. En attendant la réponse, je me mis à réfléchir sur ma situation et à délibérer sur le parti que j'avais à prendre. Je vis tant de difficultés de toutes parts. Le chagrin m'avait si fort affecté, et ma santé en ce moment était si mauvaise, que je me laissais tout à fait abattre, et que l'effet de mon découragement fut de m'ôter le peu de ressources qui pouvaient me rester dans l'esprit pour tirer le meilleur parti possible de ma triste situation. En quelque asile que je voulusse me réfugier, il était clair que je ne pouvais m'y soustraire à aucune des deux manières qu'on avait prises de m'expulser. L'une en soulevant contre moi la populace par des manœuvres souterraines, l'autre en me chassant à force ouverte sans en dire aucune raison. Je ne pouvais donc compter sur aucune retraite assurée, à moins de l'aller chercher plus loin que mes forces et la saison me semblait me le permettre. Tout cela me ramenant aux idées dont je venais de m'occuper, j'osais désirer et proposer qu'on voulût plutôt disposer de moi dans une captivité perpétuelle que de me faire errer incessamment sur la terre en m'expulsant successivement de tous les asiles que j'aurais choisis. Tourmenté, battu d'orages de toute espèce, fatigué de voyages et de persécutions depuis plusieurs années, je sentais vivement le besoin du repos dont mes barbares ennemis se faisaient un jeu de me priver. Je soupirais plus que jamais après cette
aimable oisiveté, après cette douce quiétude d'esprit et de corps que j'avais tant convoitée et à laquelle, revenu des chimères de l'amour et de l'amitié, mon cœur bornait sa félicité suprême. Je n'envisageais qu'avec effroi les travaux que j'allais entreprendre, la vie tumultueuse à laquelle j'allais me livrer. Oh, on verra. Si jamais j'ai la force de l'écrire comme en croyant partir pour Berlin, je partis en effet pour l'Angleterre. J'ai dit la vérité. Si quelqu'un sait des choses contraires à ce que je viens d'exposer, fussent-elles 1000 fois prouvées, il sait des mensonges et des impostures. Et s'il refuse de les approfondir et de les éclaircir avec moi tandis que je suis en vie, il n'aime ni la justice ni la vérité.